Qu'est-ce que la vie? C'est tous les matins de se faire un shoot de créativité, un shoot d'inventivité, un shoot de bonne humeur, un shoot de grand cœur, un shoot qui va régler ta vie. Et c'est comme ça que finalement, les choses peuvent devenir éternelles. Le slogan, c'est ce qui reste quand on a tout oublié. Jacques Séguéla est un faiseur de roi. Célèbre publicitaire. Il a dirigé toutes les campagnes, inventé tous les slogans. Et moi, j'ai l'idée le premier jour qu'il fallait dire oui à l'intelligence artificielle. Quelle chance elle va nous apporter. Puisqu'aujourd'hui, on va pouvoir multiplier les possibilités. Mais ne croyez pas qu'elle fera votre boulot à votre place. Elle n'a aucune imagination, aucun talent, aucune créativité. Pose une question simple à l'annonceur. Que devient la neige lorsqu'elle fond? Il te répondra De l'eau. de l'eau. Voilà, une réponse d'annonceur nulle, inintéressante, incolore, inodore, sans saveur. Pas pour moi. Lorsque la neige fond, elle devient le printemps. Aujourd'hui, le déclic, c'est une marque, mais il n'a pas de slogan. Si tu devais créer un slogan... Stop, moi j'ai le slogan. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Le Déclic. Encore une fois, bien accompagné, je suis avec Jacques Séguéla. Comment tu vas? Parfait. Je suis très heureux de t'avoir ici sur le podcast. Une vie incroyable, plein d'histoires à ça à la raconter. fin. Ah oui? Je pense également. En tout cas, merci d'être là. Il y a plein de questions que je vais te poser. Il y a plein de choses sur lesquelles on va rebondir. Rapidement, je vais te présenter. Jacques, tu as marqué la publicité française à l'encre indélébile. Et pour beaucoup, tu es la publicité incarnée. Continue le violon. D'abord docteur en pharmacie en 1959, mais très vite, tu décides de tourner la page. À 25 ans, tu fais le tour du monde en 2 chevaux. La petite 2 chevaux, peut-être sur ton bureau, que tu avais notamment dans ces appels. Et tu publies La Terre en rang, vendue à plus de 150 000 exemplaires. Tu fais ensuite tes armes comme journaliste à Paris Match et François avant de fonder avec Bernard Roux ta première agence. En 1970, tu cofondes RSCG avec Kézak et Goudard, une agence qui deviendra un géant mondial après sa fusion avec Eurocom puis son intégration dans le groupe Havas. Tu restes depuis vice-président du groupe Havas, toujours en éveil, toujours créatif. Tu es à l'origine de plus de 1500 campagnes, dont plus de 20 présidentielles dans le monde, avec un score impressionnant de 19 gagnés. On reviendra sur certaines d'entre elles. Tu as fait entrer des slogans dans l'histoire et dans la tête des gens, comme par exemple La Force Tranquille, Mitterrand en 1981, Génération Mitterrand en 1988, On est fou d'Afflelou, Le Café nommé Désir, AX La Muraille de Chine. Tu as travaillé pour les grandes marques de ce monde, mais aussi surtout Citroën, Carrefour, Vuitton, Air France, pour ne citer qu'elles. 32 livres publiés, dont plusieurs best-sellers. Tu es autant publicitaire qu'auteur, penseur, provocateur. Marié à Sophie Séguéla depuis 1977, dont tu parles souvent. Tu es aussi papa de 5 enfants. Tu as inspiré un personnage dans Astérix également. Tu as joué ton propre rôle à 85 ans dans Platane et tu n'as jamais cessé de surprendre. Tu es l'incarnation même du déclic, justement. Pharmacien devenu publicitaire de génie, homme de mots devenu faiseur de président. Jacques, tu es une véritable légende vivante. Ce n'est pas le violon que je te sors ici, c'est concret, c'est réel. Et aujourd'hui, on est fiers de te recevoir sur le déclic. Bienvenue à mes côtés et j'ai envie de démarrer tout de suite. Écoute, on peut s'en aller parce que tu as tout dit. J'ai tout dit. Il n'y a rien d'autre à dire. C'est fini. Non, tu verras, il y a encore beaucoup de choses à dire. Et justement, à commencer par... on te met dans plein de cases, comme on le voit ici, au travers ce descriptif, le publicitaire, proche des idées de Mitterrand, le faiseur de slogans, un génie de la pub et de la compréhension de la psychologie humaine finalement. Si on efface les légendes, toi, tu te définirais comment? Fils de pub. Fils de pub. Alors, je reviens à la racine. Ce qui m'intéresse le plus dans Fils de pub, c'est fils. Donc, héritier de Charles Havas, qui a 180 ans, a inventé la publicité, parce qu'on ne sait pas assez, et les Français ne savent pas assez, et on ne dit pas assez, que c'est un Français qui a inventé la publicité, pas un Américain, pas un Anglais, mais bien un de chez nous, etc. Et que, presque 2 siècles plus tard, on porte le flambeau pour qu'il soit à tout jamais l'homme qui a inventé la pub. Quelle belle histoire d'inventer la pub. Tu dis justement dans beaucoup d'interviews que tout est pub. Tout est pub. Est-ce que ce n'est pas justement ça le problème aujourd'hui, que plus rien n'est vrai, que tout est communication et que c'est difficile parfois de retrouver le lien initial qui fait qu'une pub nous prend par les tripes et nous emporte dans quelque chose? Mais tu dis que plus rien n'est vrai. C'est faux. La seule chose qui soit vraie, c'est la publicité. Pourquoi? Parce que la publicité mensongère t'amène en prison.
est interdite et scrupuleusement régulée. Donc, on n'a pas le droit de dire « je lave plus blanc » si on ne lave pas plus blanc. Tandis que n'importe quel homme politique ou n'importe quel journaliste peut vous dire qu'elle est plus noire, même si ce n'est pas vrai. Et comment on fait la part des choses, justement, dans un monde dont, d'une part... D'abord, il faut que ce soit dans tes tripes. D'essayer de ne pas trahir la publicité. C'est la femme de ma vie. Donc, je lui dois mon respect. C'est elle qui m'a apporté tout le bonheur que j'ai. Ma femme, mes enfants, mes agences, mes livres, mes amis, mes campagnes, mes conneries, mes réussites, etc. Donc, je veille que dans l'esprit de l'agence, il soit bien clair qu'on ne triche pas, on ne ment pas, on peut dire les choses avec humour, on peut les dire avec talent, on peut les dire avec brio, mais on ne les déforme pas. Tu dis que c'est la femme de ta vie, donc elle t'a suivi tout au long de ta vie, la pub. Pour autant, elle a évolué. Aujourd'hui, on est dans un monde où tout évolue vite, très vite, avec l'intelligence artificielle, les réseaux sociaux et j'en passe. Comment on fait pour constamment s'adapter, pour réussir à innover dans un monde qui évolue continuellement? Oui, d'abord, il faut écrire. Moi, c'est ce que j'ai fait le mieux pour la pub, pour la remercier. J'ai écrit 35 livres sur la pub. Mon 36e va sortir en septembre. Bon. Moi, je réfléchis en écrivant. Et c'est là que finalement, je trouve mes idées. C'est finalement mon stylo qui les trouve pour moi. Et je ne l'ai pas dans ma poche, c'est grave. Hein. Le voilà. Voilà. Et t'écris tous les jours? Tous les jours. T'écris tout ce que tu fais, tout ce que tu penses? Non, j'écris. Moi, j'ai besoin d'écrire. Je n'aime pas tellement lire les livres, sauf les livres de documentation. Je n'aime pas tellement acheter des livres parce que je me sens tellement perdu dans une librairie que je voudrais tout acheter, rien acheter. J'en sors presque un peu complexé chaque fois. Je n'aime pas ceux qui salissent les livres, parce que je pense que c'est le livre qui nous porte, nous transporte, et qu'il faut le célébrer en permanence. Mais ce que j'aime, c'est d'écrire. Donc, je trouve toujours dans la journée une demi-heure, au maximum 1 heure, pour achever un de mes livres. Et puis espérer qu'un jour, ils toucheront, quelque part dans le monde, une fille, un mec, qui dira « mais finalement, il a raison, là. Tiens, mais si je faisais comme ça, moi... » Quand tu écris des livres, en l'occurrence là, 36 et bientôt un nouveau en septembre, le but, est-ce que c'est de transmettre ce que tu penses être réel et la vérité aujourd'hui, mais aussi demain, qu'il soit intemporel, ou tu es plutôt dans l'air du temps à chaque fois et prêt à surfer et te remettre en question au travers de tout ça? Non, mais l'air du temps, c'est justement de bouger, d'avoir toujours 2 ans d'avance. La publicité, il faut qu'elle ait 2 à 3 ans d'avance. Pourquoi? Parce que pour qu'un message pénètre, pour qu'un slogan pénètre, il faut au moins qu'il ait été dit 3 fois. Donc ça veut dire qu'il faut avoir au moins, par exemple, pour qu'un film te reste dans la tête, il faut avoir une première année avec 1 mois ou 2 mois de diffusion du film, stop. 6 mois à 8 mois après, une deuxième fois une décharge de pub, et c'est à la 3e décharge de pub que tu risques de retenir le message pour 1 mois, pour 1 an, pour 10 ans, pour la vie. Finalement, le slogan, c'est ce qui reste quand on a tout oublié. Donc il y a vraiment une caisse de résonance différée dans le temps. Oui, et puis la publicité, elle se doit d'être en avance, elle se doit aussi de tirer les annonceurs vers la modernité. Donc il faut d'abord analyser en permanence, et nous, on a 150 agences dans le monde. Donc c'est toute cette matière qui nous remonte en permanence, etc., et qu'on étudie. Et puis on a, dans ces moitiés d'agences, il y en a qui sont dans l'intelligence artificielle depuis belle lurette, depuis déjà 10 ans.
les gens croient que c'est d'aujourd'hui, non. Et donc, c'est ce qui permet de faire avancer l'agence, de faire avancer la pub, de faire avancer les marques. Parce que notre métier, c'est avant tout de faire qu'une marque va devenir autre chose qu'une marque. Je vais te raconter une histoire. Je reçois un coup de téléphone de François Mitterrand quelques jours après son entrée à l'Élysée. Il me dit « Allô, Jacques Séguéla ?»« Oui, Monsieur le Président. »« Vous êtes libre à déjeuner ?»« Oui, Monsieur le Président. »« Venez, Séguéla. » Je cours à l'Élysée. Je suis là dans sa petite salle à manger. On est seul à seul. Je le félicite encore pour son élection. Il me félicite encore pour ma campagne. Il lui dit « Écoutez, vous m'avez fait un beau cadeau. Parce que finalement, je pense que ça a servi à quelque chose. Et donc, je voudrais à mon tour vous faire un cadeau. Mais vous êtes tellement compliqué, vous, les publicitaires, alors surtout les créatifs, que pour vous faire plaisir, on ne sait pas comment s'y prendre. Donc, je vous donne une semaine, vous réfléchissez et vous me racontez votre idée. » Oui, Monsieur le Président. Bien, une semaine passe. Je suis à l'Élysée, je vois passer le président. Président, j'ai une idée. Ah bon, j'espère qu'elle est meilleure que toutes les autres, hein, Séguéla. C'est quoi votre idée? Monsieur le Président, je veux comme cadeau une journée avec le Dalai Lama. Le président me dit, mais Séguéla, vous êtes malade, hein, mais vous allez toujours chercher des trucs qui n'ont ni queue ni tête. Il n'est plus là, le maître de tout, le maître des forges, le maître de la pensée. Il est dans son monastère, il ne bouge plus, donc c'est impossible que vous demandez. Puis vous imaginez ce qu'il faudrait. Allez, Séguéla, tirez-vous, trouvez-moi autre chose. Monsieur le Président, ça sera le Dalai Lama ou rien. Alors ça ne sera rien, Séguéla. Bon. 2 ou 3 mois se passent. Coup de fil de sa secrétaire, Marie-Claire Papiguet, qui me dit, le Président a un dîner un peu intime ce soir. Il aimerait bien que vous soyez là avec Sophie, ma femme. Bien sûr, il m'invitait comme ça de temps en temps, mais là c'était un peu brusque, ça avait l'air un peu brusqué. Bon. 20h, on est à l'Élysée, Daniel Mitterrand, François Mitterrand, Sophie, moi, chaise vide. Chaise vide, 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes. J'ai dit, mais quel est le malotru qui fait attendre le président de la République pendant 15 minutes? Arrive le Dalai Lama. Waouh, waouh. Et le Dalai Lama raconte l'histoire, et François Mitterrand raconte l'histoire au Dalai Lama. C'est mon publicitaire, j'ai voulu lui faire un cadeau, votre cadeau c'est vous, etc. Et le Dalai Lama dit, mais qu'est-ce que vous voulez faire de moi? Je dis, mais maître, moi j'ai eu beaucoup de chance dans ma vie parce qu'à 20 ans, mon père m'a offert une 2 chevaux. Je me suis dit qu'avec ces 2 chevaux, il fallait faire quelque chose d'extraordinaire. Et je suis parti faire le premier tour du monde d'une voiture. Et cette voiture étant la 2 chevaux. Le tour du monde a duré 2 ans. Donc j'ai vu tous les pays. Mais le pays que j'ai préféré, le pays qui m'a touché le plus le cœur dans cette tournée du monde, c'est votre pays à vous, c'est l'Inde. Et vous ne savez pas pourquoi? Parce que votre religion est une religion de paix. Nos religions à nous sont des religions de guerre. Et on le voit tellement encore aujourd'hui. Bon. J'étais assez fasciné par l'hindouisme, et j'aurais aimé que vous racontiez, vous passez ce message à l'ensemble des jeunes Français, etc. Et bien, si c'est d'accord, je vous donne une journée mardi prochain. Je fonce trouver à l'amphithéâtre, à la Sorbonne, chez le grand amphithéâtre de la Sorbonne. Je cours dans les télés pour dire tous venez, c'est gratuit, venez, vous pourrez poser les questions que vous voulez au Dalai Lama. Ça a été un brouhaha incroyable, etc. Et le lendemain matin, on est tous les 3, Daniel Mitterrand, le Dalai Lama, moi. Et le Dalai Lama dit, avant de répondre à vos questions, parce qu'il ne faisait simplement que répondre aux questions, je dois vous raconter une vieille fable tibétaine. C'est un vieux bonze qui reçoit son jeune disciple pour sa première leçon de philosophie et qui lui dit, je vais te poser 3 questions, tu réfléchis bien et tu réponds. Mais tu réfléchis bien, hein? Bon. Première question, quel est l'envers du blanc? Le noir. La bonne réponse, tu n'as pas réfléchi. Réfléchis. Attention, deuxième question. Quel est l'envers
du jour. Le jeune disciple se crispe comme ça, dit, mais maître, je ne vois qu'une seule réponse, c'est la nuit. Bravo, voilà, tu as réfléchi, tu as répondu, tu as donné la bonne réponse. Dernière question, quel est l'envers de la vie? Et là, le jeune disciple dit, mais maître, je ne vois que la mort. Tu n'as rien compris. L'envers de la vie, c'est la naissance. Qu'est-ce que la vie? C'est tous les matins de se faire un shoot de créativité, un shoot d'inventivité, un shoot de bonne humeur, un shoot de grand cœur, un shoot qui va régler ta vie. Et c'est comme ça que finalement, les choses peuvent devenir éternelles. Pas les hommes, mais les choses. Et en particulier, les marques. C'est moi qui me fais cette réflexion, en me disant, mais c'est vrai que nous, à l'agence, on a des marques qui ont 300 ans. 75% des produits que l'on a consommés au siècle dernier sont morts avec le siècle. 75% des produits que l'on consomme aujourd'hui, que tu consommes aujourd'hui, vont mourir avec le siècle. Bon. Donc finalement, notre métier, c'est évidemment de vendre des yaourts et des voitures. Mais notre véritable métier, c'est que Citroën et Danone soient encore vivants dans 50 ans, dans 100 ans, dans 200 ans, à tout jamais. Et finalement, qui crée l'éternité des marques. Quelle mission nous avons, nous, les publicitaires? Nous sommes faiseurs d'éternité. Et on se passe la balle de génération en génération, de publicitaire en publicitaire, pour que nos marques résistent au temps. Et puis, le Dalai Lama m'a dit, mais finalement, qu'est-ce que les hommes ont inventé de plus durable? Il m'a dit, c'est l'âme. L'âme est immortelle. S'il y a la seule chose qui soit immortelle sur cette terre. Je dis, mais alors, mon métier, c'est de donner une âme aux marques. Et ça a complètement changé mon inspiration de la publicité. J'essaye avant tout que, même si le client ne comprend pas toujours ce que je lui raconte, même s'il dit, mais parlez là, mais moi je veux voir ce qui sera là demain sur la télé ou demain dans les rues, vous ne m'intéressez pas avec votre immortalité, je ne serai plus là. Mais au contraire, je crois qu'en se donnant la main, nous devons essayer comme ça de mettre de l'âme dans les rues, de l'âme dans les écrans, de l'âme dans les journaux. C'est ça le deuxième métier de la publicité. C'est au-delà du message qu'elle a apporté, c'est qu'elle nous en donne plus. Et qu'est-ce qu'on peut donner de plus à une marque que l'immortalité? C'est très joliment raconté, c'est joliment dit. Et justement, pour tous les entrepreneurs qui nous écoutent et qui n'arrivent pas forcément à être le meilleur porte-drapeau et publicitaire de leur propre marque, parce que c'est assez difficile de maîtriser tous ces éléments. Il faut être créatif, il faut avoir une vision globale. Et pour beaucoup, c'est compliqué. Comment créer une âme dans sa marque à son échelle, qu'on soit par exemple, je te dis un exemple, paysagiste, informaticien, ébéniste, chauffagiste, donc des métiers très traditionnels. Pour autant, on a envie aussi de faire en sorte que notre marque rayonne, que notre entreprise rayonne pour pouvoir accumuler plus de clients et avoir plus d'impact. Il faut lui donner une âme, c'est-à-dire que une marque, elle a une fonction. Je suis de l'eau minérale, ma fonction, c'est de guérir la soif. Mais il faut aller au-delà de la fonction. Qu'est-ce qu'elle peut donner de plus? Je ne sais pas si tu connais notre campagne Evian, qui est faite par BETC, qui est notre agence reine. C'est un bébé qui traverse une piscine sous l'eau. La campagne a déjà une quinzaine d'années. Il fait 15 d'années qu'elle dure. Elle a été interrompue pendant un moment donné. Elle a repris, elle est aujourd'hui sur les écrans. Et c'est un nouveau bébé qui est presque dans un monde polaire, etc., dans la glace. Il est sous la glace d'ailleurs et il nage comme ça, au milieu des bulles, au milieu de la neige, etc. Ça montre évidemment que la pureté de l'eau minérale, qui est tellement en cause aujourd'hui et qui a bien besoin d'ailleurs
de ce message de pureté. À elle de convaincre maintenant qu'elle est la plus pure du monde. Et tu parlais de cette anecdote avec le shoot de créativité tous les jours, c'est ce qui te tient vivant, c'est ce qui te maintient finalement en vie au global dans l'anecdote que tu racontais. Est-ce que c'est une des raisons pour laquelle aujourd'hui, à 91 ans, tu es encore passionné, actif tous les jours? Tu vas tous les jours au bureau ou régulièrement au bureau. On te voit ici encore actif au sein de l'agence. Tu dis d'ailleurs que tu veux prendre ta retraite à 100 ans. Je veux être le premier centenaire publicitaire en activité. Okay. Ça va être dur. Il me reste 9 ans. Et je vais ramer. Je finirai avec la petite chaise, mais je finirai centenaire de la pub au bureau à 10 heures, comme je l'ai été toute ma vie. Et qu'est-ce qui justement te drive et te... Mais c'est la passion. Elle est la même. Pourquoi mourrait-elle? La publicité, elle a besoin en permanence de se recréer, de bouger, de réinsister. Et à la fois de rester aussi ce qu'elle a toujours été. C'est-à-dire notre compagnon de route. C'est elle qui, avec les marques qui nous accompagnent. Quand tu traverses un hypermarché, c'est finalement comme si tu étais dans un chemin de campagne, et puis c'est les marques qui te guident d'une marque à l'autre, etc. C'est la grande ronde de la publicité avec la féerie de celles qui ont su trouver la marque qu'il fallait. Si Evian est la marque la plus connue du monde, c'est parce qu'elle a eu cette idée magnifique du bébé nageur. Selon tes rêves, le cœur de la pub, selon tes mots, pardon, le rêve, c'est le cœur de la pub. Mais en 2025, est-ce qu'on peut encore faire rêver les gens sans les manipuler ou autre? Comme tu l'as dit tout à l'heure, la publicité mensongère, ça n'existe pas, ça n'est pas autorisé. Oui. Pour autant, parfois, quand on est sur les réseaux ou autre, qui est aujourd'hui un nouveau canal qui est beaucoup moins régulé, c'est difficile de faire la part des choses. Et surtout, quand en tant qu'entrepreneur, tu n'as pas encore les moyens de faire de la publicité à la télé, il n'y a pas tous ces éléments. Et on ne sait pas en fait quelles sont les limites justement pour véhiculer un bon message. C'est quoi le corps d'un bon message? Mais la publicité n'a aucune raison de mentir. Si je te dis qu'une lessive lave plus blanc, je vais acheter ma lessive, je lave ma chemise, elle devient noire. Je ne rachèterai plus jamais le produit, donc il va mourir. Donc c'est une imbécilité de penser que la publicité peut mentir. Elle est obligée de dire la vérité, elle est obligée de tenir sa promesse de laver plus blanc si c'est la promesse qu'elle a faite au consommateur. Alors, il peut toujours y avoir des dérapages, mais n'oublions pas que c'est puni par la loi, comme je le disais en commençant. Donc, la publicité, elle régit, elle est obligée de passer par la régie de toutes les idées de vérité qui entourent la marque. Parmi toutes les campagnes que tu as fait 20 campagnes présidentielles, tu as participé à 20 campagnes présidentielles. Laquelle t'a le plus marqué? Celle de Mitterrand, bien sûr. Moi, ça a duré presque 20 ans, ma relation avec François Mitterrand. C'est mon prochain livre. Sans la force tranquille, je ne serais pas ici. Sans François Mitterrand, il n'y aurait pas eu la force tranquille. Et sans la force tranquille, je ne serais pas ici. Et tout ce que j'ai pu faire, mes 45 livres, mes 2000 campagnes, enfin, je ne sais plus un peu où j'en suis, etc., c'est tout simplement parce que Mitterrand m'a choisi comme communicant. Je n'ose même pas dire le mot de communicant, c'est un mot qui n'aidait pas. Il m'a choisi pour l'aider, disons-nous, à s'exprimer. Et je ne le remercierai jamais assez. Comment tu as vu évoluer la publicité en politique, par exemple, avec toutes ces années? Je pense que la publicité politique, elle a le passé et le futur. Le passé, c'est Mitterrand. C'est les 2 dernières grandes campagnes, on peut dire même les 2 grandes campagnes qui restent dans la tête des Français. On a oublié toutes celles de Giscard, on a oublié toutes les autres, etc. Bon. Elle est là avec la force tranquille et elle essaime un peu partout. Bon. Il faut revenir aux sources. Comment s'est créée la force tranquille? Pourquoi elle est devenue immortelle?
comment la publicité l'a aidé à être immortel. C'est tout ça que je vais raconter dans mon livre pour les prochaines élections. Mais sachez bien que ce n'est plus la publicité qu'il faut faire aujourd'hui. C'est une partie de la publicité qu'il faut faire, celle de l'éternité de la publicité. Mais il faut bien savoir que c'est l'intelligence artificielle qui aura le gros morceau et c'est elle qui décidera du vainqueur. Donc moi, je prépare un livre à demain avec 2 auteurs, le patron à l'agence de l'intelligence artificielle et ma part à moi, qui est une grande lettre d'amour à Mitterrand, que je regrette tous les jours. Comment elle s'intègre, l'intelligence artificielle, dans un processus créatif? Parce que lorsque j'échange parfois avec des créatifs, ils ont cette sorte de réticence à l'intelligence artificielle. Est-ce que tu considères que c'est une erreur de vouloir lutter contre cette technologie qui est juste énorme comme un raz-de-marée et qui est un outil extrêmement puissant qui peut servir? Comment tu l'intègres? Et moi, j'ai dit dès le premier jour qu'il fallait dire oui à l'intelligence artificielle. Quand tu ne peux pas étouffer ton ennemi, étrangle-le. Sinon, tu n'en sortiras pas. Et donc, la meilleure façon d'étrangler ceux qui sont contre l'intelligence artificielle, c'est de leur dire, mais quelle chance elle va nous apporter. Puisqu'aujourd'hui, on va pouvoir multiplier à une vitesse grand V les possibilités de l'intelligence artificielle. Mais ne croyez pas qu'elle fera votre boulot à votre place. L'intelligence artificielle, ça fait quand même déjà 10 ans que j'ai écrit un livre là-dessus, il y a 10 ans. L'intelligence artificielle, elle rayonne déjà dans le monde en tout. Elle n'a toujours pas eu une idée. Et elle n'aura jamais une idée. C'est un collecteur de données. C'est un collecteur des idées des autres. C'est un collecteur de tous les codes qui peuvent entourer une réflexion. Mais elle n'a aucune imagination, aucun talent, aucune créativité. Heureusement, sinon c'est l'homme qui se mettrait en question. Et tu ne penses pas à la vitesse à laquelle elle évolue, qu'un jour ce raisonnement, cette sensibilité, cette créativité... Non, une chose est sûre, c'est qu'elle va faire du bien à la publicité, parce que à la fois elle va donner un coup de pied dans la fourmilière d'une publicité qui s'alanguit un peu, qui bouge de moins en moins, mais qui ne pourra pas faire autrement que d'apporter l'imagination à l'intelligence artificielle. Mais il faudra aussi se plier aux règles de l'intelligence artificielle. La première, c'est qu'elle va remplacer la middle class de la publicité. Et ça, c'est tragique. Tous les petits boulots de la pub, etc., dans les agences, toutes les petites mains d'agences sont en danger. Parce que je te fais une affiche formidable pour Citroën. Bon, je l'amène à mon client qui me dit elle est formidable, mais moi, je veux que vous me l'adaptiez dans les formats de 30 pays dans le monde, dans la langue de 30 pays dans le monde, et dans l'inclinaison qu'il faut lui donner dans 30 pays du monde. Si tu fais ça en agence, il faut une semaine, 3 publicitaires. Si tu le fais avec l'intelligence artificielle, tu appuies sur le bouton, tu l'as 3 minutes après. Donc, ça va remettre en question le personnel des agences et les talents des agences. Et d'ailleurs, faire remonter encore d'un cran le talent de la créativité, puisque c'est là où elle est faible. Elle n'est pas faible, elle est nulle et non avenue. Donc, tant que ça restera dans cette dimension-là, elle va permettre quand même aussi, toujours, d'aller chercher de plus en plus d'informations dans le passé, puisque c'est un outil à fouiller dans le passé, alors que la créativité, c'est l'outil du futur. Je reviens sur un élément, c'est... tu disais tout à l'heure que tu vas tous les jours au bureau et qu'à 10h, tous les jours, tu es au bureau. J'étais ce matin et j'y repars là. Et d'un point de vue opérationnel, aujourd'hui, qu'est-ce que tu fais au quotidien? Parce qu'Abba, c'est énorme. Tu disais, vous avez 150 bureaux dans le monde. Comment tu as réussi à, tout entrepreneur se pose cette question à un moment donné, à structurer ta pensée, créer une méthodologie ou un standard pour faire en sorte que le génie Ségala puisse ne pas être uniquement dans ta tête, mais finalement dans la tête, dans l'esprit, dans les mains de tous ces publicitaires qui travaillent pour le groupe?
Alors, je vais te rassurer tout de suite, il n'y a pas de génie Séguéla. Ok. Il y a un mec qui est passionné, dont la femme de sa vie professionnelle est la publicité, qui lui a donné tout ce qu'il pouvait lui donner et qui en est tous les jours remercié. Simplement, je suis arrivé à un moment béni où la publicité démarrait en France. La publicité a été inventée par Charles Havas, on l'a déjà dit. Mais quand elle s'est développée, c'était dans les années 60 en France, puisque c'est la publicité à la télévision qui a relancé la publicité. Et ça, c'était en 68. Et une semaine après 68, il y a eu l'autorisation de la publicité sur les chaînes de télévision. Enfin, il n'y en avait qu'une, sur la chaîne de télévision. Et c'est ça qui va tout changer. Parce qu'avec l'esprit de 68, l'inspiration des créatifs a été une inspiration à la mode de 68. C'est-à-dire en jouant sur les mots, en cognant à droite à gauche, en mêlant toujours l'humour et l'amour, en cherchant à être différent, mais avec toujours du sens, même s'il est caché. Donc c'est le grand message de 68. Et moi, j'ai pu faire mes grandes campagnes dans cette foule-là, c'est-à-dire dans les années 70. Et c'est des années 60 et 70, un petit peu 50, il y a, disons les dernières années 50, mais c'est les années 60 et les années 70 et les années 80 qui ont vu rayonner la grande publicité. Donc moi, je n'ai fait que pousser à la roue et recueillir finalement, c'est d'ailleurs très injuste parce que ça devrait être partagé par tous les publicitaires, recueillir les fruits. Pourquoi ? Parce que moi, je l'écrivais et que les écrits restent. Les paroles s'envolent, tout ce qu'on peut dire aujourd'hui va s'envoler demain matin. Les écrits restent, il y a un livre, il est là sur la table, je le prends, je le lis, et c'est lui qui me met sur la voie. Donc, ce que j'ai fait de mieux pour la publicité, c'est justement d'écrire des livres. Beaucoup plus que de faire la pub. Mais grâce finalement à cette passion permanente de la publicité et à tout ce que je pouvais trouver dans les livres, faire bouger la publicité et la rapprocher du consommateur, être l'ami du consommateur, pas celui qui lui tape sur la tête pour enfoncer un slogan dans la tête. Non, celui qui l'accompagne, celui qui le prend par la main, celui qui va avec lui chercher le bonheur du moment. Comment on crée un slogan qui accompagne le consommateur ? Ça ne se crée pas. On se réunit à plusieurs créatifs. Moi, je les briefe. Et puis, ça commence à fuser. Et donc, à un moment donné, il y a une idée qui sort. Moi, mon rôle, c'est de dire ça. Et là, les gens disent, mais tu es malade, hein, ça ne va pas marcher. Ça ne veut rien dire. Mais qu'est-ce que tu racontes ? Je dis, laissez-moi les mecs. Je pense que c'est ça. Et j'ai la chance que très souvent, ce soit ça. Il y a une anecdote où vous êtes dans ce bureau, il y a tous ces créatifs, on se creuse la tête, il y a un truc qui sort, tu te dis ça, ils te disent tous « Non mais t'es malade, ça va pas le faire ». Et finalement… Oh, j'en ai beaucoup, oui, mais ça vient comme ça. Ouais. C'est collectif. Le créatif, c'est l'image d'une page blanche et d'un mec avec un stylo qui écrit des slogans. Non, c'est collectif. Ça naît comme ça d'une équipe de créatifs, avec d'ailleurs l'âme des créatifs, qui est le marketing, et qui est la réflexion, et qui est toute la partie indispensable à la créativité. Et d'ailleurs, cette partie-là fait partie du brainstorming qui va voir éclater une idée à un moment donné. Parmi tous les slogans qu'on a cités en début dans ta présentation et tous ceux qui ont accompagné ta vie et ta carrière, est-ce qu'il y en a un qui t'a plus marqué qu'un autre ? Pas forcément pour le slogan en lui-même, mais pour la réflexion, le brainstorming, la conception et l'impact qu'il a eu. Si tu devais en choisir qu'un, un slogan. C'est la force tranquille, mais c'est couru d'avance, c'est pas ça. Je me souviens d'une leçon de pub. Moi, je fréquentais beaucoup avec mes enfants, je faisais beaucoup de ski nautique, les îles. Bon.
Et donc, je courais après le Club Méditerranée, parce qu'il était dans les îles. Et j'essayais de faire toutes les îles du Club Méditerranée. Chemin faisant, j'ai fini par connaître Bernard Trigano. C'était Bernard Trigano, non, Gérard Trigano, je crois. Bon. Le fondateur du club, etc. Et je lui ai dit, écoute, je veux te faire une campagne, etc. Et il me dit, d'accord. Et je cherche un slogan, et j'arrive au slogan le Club Méditerranée, la plus belle idée depuis l'invention du bonheur. Très poétique, très romantique, beau slogan. Et donc, je l'amène et tout le monde se félicite. Et on dit, bravo, tu es génial. Et on fait la campagne. Et la campagne est un flop total. Alors, on teste. Même si tu connais ma règle, un peu moins de tests, un peu plus de testicules. On teste. Et on s'aperçoit que les gens ne comprennent pas le slogan. C'est trop alambiqué, c'est trop long, c'est trop... Et finalement, il n'y a que le bonheur qui est tellement noyé dans la foule des autres mots qu'il ne ressort pas. Et donc Trigano me dit, mais fais-moi un slogan avec le bonheur. Bon. Et je reviens le lendemain matin et je lui dis, le bonheur, si je veux. Parce que c'était le moment où naissait déjà la responsabilité face à la publicité. Le besoin de dire, ne me prenez pas pour un con, je suis un consommateur. Bon. C'est comme ça, finalement, que la publicité s'est remise en question en fin des années 60, en fin des années 70 même. Très clair. Tu as théorisé ton travail avec la règle des 3 S, sens, sentiment, spectacle. Est-ce que tu as déjà été confronté à une situation où tu as dû, pour un slogan ou une pub, trahir ses propres règles pour créer quelque chose qui surpasse même celle-ci? Écoute, j'ai eu un moment de starisation de la publicité. Alors, j'ai écrit un livre qui s'appelait « Demain, il sera trop star », pour raconter ça. Je dis que finalement, c'est Hollywood qui a inventé les stars. Il y avait une règle à Hollywood que les patrons d'Hollywood appliquaient, c'était de prendre des inconnus et de tout faire pour les transformer en stars en s'appuyant sur leur succès, sur leur communication. Bon. Et je me suis dit que finalement, une marque, mon métier, c'était de faire d'une marque une star. Et donc j'ai essayé de décortiquer la règle américaine de fabrication des stars. Donc je suis allé plusieurs fois à Los Angeles, dans les studios, j'ai essayé de comprendre des choses, j'ai lu les livres là-bas des stars, etc. J'ai écrit un livre sur comment faire de votre marque une star. Et curieusement, ça n'a pas vraiment mordu. Peut-être parce que c'était too much. Mais je suis désolé que quand on dit aujourd'hui le nom d'une marque, c'est quand même une star. Sinon, on n'en parlerait plus. Complètement. Et donc, la mode est revenue et finalement, la starisation s'est faite. Et à ce moment-là, tu as dû justement changer le code source, on va dire, de cette méthodologie en 3 étapes, sens, sentiment et spectacle? Oui, moi je parlais de signes, de sens, puis j'avais un troisième, et spectacle. C'est ça que j'avais dit. Bon. J'avais traduit ça par rapport à Hollywood, ce que j'avais ramené ça, c'était ces 3 S. Ok, très clair. Et un autre sujet, c'est que aujourd'hui, la plupart des entrepreneurs qui nous écoutent doivent faire de la publicité, mais de la publicité, on va dire, directe, au travers des réseaux sociaux, par exemple, ou au travers d'opérations où ils doivent avoir un retour sur investissement à court terme, parce qu'on a un flux de trésorerie qui est relativement faible, qui est relativement court, selon le type d'entreprise qu'on a ou le chiffre d'affaires que l'on fait. Et donc, on a une projection, par exemple, à 3 mois, à 6 mois, à 1 an maximum. Donc, il y a souvent une sorte de dissonance entre un message qu'on va véhiculer sur un produit ou sur peu importe,
avec une intention de faire un retour sur investissement court terme et un message qui va servir l'intérêt long terme de la marque pour pouvoir rester dans le temps. Comment est-ce qu'on trouve cet équilibre? Non, mais ce dont tu parles, ce n'est pas de la publicité, c'est de la promotion. On a vécu ces 12 mois passés, ces 24 mois passés, pour moi, un drame mondial de ratage publicitaire. Il y a eu un moment extraordinaire où l'ensemble des constructeurs de voitures du monde ont décidé de jouer l'électricité. C'est une révolution, parce que la voiture a toujours été le produit de la publicité et finalement l'achat après la maison, le premier achat de tout consommateur qui aime sa voiture quand même d'une affection particulière. Une voiture, c'est pas un objet. Une voiture, c'est une femme ou un homme. Tu crées un lien. Seulement, c'est sa vie. Puis en plus, ça bouge. Et puis ensuite, maintenant, ça te parle. Donc, c'est autre chose que du chewing-gum. Bon. Et eux, ils ont fait une erreur monstrueuse. Ils ont décidé de changer tout leur modèle. Parce que comme ils avaient trouvé de la place, parce qu'un moteur de voiture, c'est gros comme ça, un moteur électrique, c'est comme ça. Donc, ils ont gagné cette place-là dans une voiture qui peut complètement changer le design d'une voiture. Donc, ils ont redesigné leur voiture. Mais ils ont demandé à l'intelligence artificielle de les guider. Et l'intelligence artificielle a donné la même chose à tous les grands constructeurs. Si tu regardes les nouvelles voitures dans la rue, ce sont les mêmes. Elles essayent de se différencier en se mettant du rouge, du jaune, du vert, etc. Mais tu ne vois pas de différence. Bon, première erreur fantastique de produit. Deuxièmement, ils se sont lancés dans la publicité. Et alors, ils se sont dit, il faut qu'on soit les marques qui surgissent au-dessus des autres pour dire que ce sont elles qui sont les à la fois révélateurs, animateurs, producteurs de cette extraordinaire épopée du changement de consommation d'une voiture. Et si tu regardes les écrans publicitaires, ils sont catastrophiques, ils sont tous les mêmes. Tu as plein pot, tu es à l'intérieur de la voiture, papa, maman. Ils se retournent, 2 enfants, un garçon, une fille. De temps en temps, un chien. La durée des spots aujourd'hui a bêtement été réduite à 20 secondes ou 30 secondes. Donc 20 secondes, tu es déjà à la moitié du film. Voilà. Il faut bien que tu montres que tu roules quelque part. Donc tous vont sur une route qui est la même route, avec les mêmes S dans la route, etc. Bon. Et puis après, il faut que le film s'arrête. Donc le film s'arrête, ils n'ont pas le temps de mettre leur slogan, et le prix remplace le slogan. Et il reste juste à peine de temps pour la marque, ce qui fait que maintenant, les vraies marques, elles commencent à mettre leur marque en commençant le film, pour être sûr que dans cette espèce de dépotoir de publicité qui n'en finit plus, ils existent pendant plus de temps que les autres. Ça prouve bien que la publicité, il faut lui donner du temps. Les grands films qui ont fait les grandes marques sont des films qui font minimum 60 secondes, qui mieux 1 minute et demie, 2 minutes, ça devient presque un peu trop, mais il faut là. Mais si tu en fais en 20 secondes, mais qu'est-ce que tu peux dire en 20 secondes et quand tu n'as même pas le temps, d'ailleurs, de placer ton slogan dans le peu de temps que tu as. D'ailleurs, c'est un fiasco terrible. Et qui est terrible d'abord pour l'écologie, parce que finalement, tout ça est venu d'une belle idée, qui était de servir la nature et d'arrêter de la dégrader et de se donner tous les mains pour qu'il y ait moins de CO2 qui nous asphyxie. Et c'est totalement raté. Et il faut revenir aux grands films de publicité, les grands films comme tout ce que je peux faire et que Havas a pu faire et que les créatifs d'Havas et de BETC ont pu faire. Pourquoi, selon toi, ce monde évolue comme ça? Est-ce que c'est parce que le temps d'attention des gens diminue de plus en plus? Est-ce que c'est parce que le spectre concurrentiel, par exemple, du monde de l'automobile est de plus en plus vaste et donc on doit tout de suite véhiculer un message et donc passer de publicité à promotion?
Est-ce qu'il y a d'autres raisons qui fait qu'il y a eu ce changement, ce bouleversement, comme tu l'évoques, sur ces 24 derniers mois? Le bouleversement, il est dans les 20 secondes. Les chaînes d'infos qui vivent de la pub, qui se font une concurrence épouvantable. Épouvantable déjà dans le rédactionnel. Parce que dès qu'il y a un malheur quelque part, il y a un chat qui saute d'une gouttière, etc. Et tout le monde s'aligne pour dire le chat a sauté de la gouttière. Bon. Avec une sorte d'accélération même de l'information qui finalement finit par traumatiser tellement elle est puissante et elle t'asphyxie presque. Bon. Donc, les 10 ans ou les 5 ans de publicité de véhicules que l'on a derrière nous ont été ça. Il faut revenir maintenant au film de marque, et ça commence. Hein, notre agence BETC, dont le président créatif est Xavier Xibéras, qui est un génie absolu. Il a déjà fait 5 ou 6 films pour Citroën magnifiques qui sortent du lot. Il y en a un qui est la Révolution, il y en a un qui est les pingouins, il y en a un autre qui est, je ne sais pas, ça part dans tous les sens, etc., qui a secoué le cocotier de la créativité pour sortir du 20 secondes. Le 20 secondes, c'est un spot de radio. C'est un spot qui peut dire un slogan, un prix, c'est tout. C'est un slogan qui n'a pas le temps de te raconter une histoire. Comment veux-tu en 20 secondes que je te raconte une histoire ? Complètement. Et justement, rebondissons sur ce fait, raconter des histoires. Le storytelling dans la pub, c'est un don, c'est un talent. C'est un outil extrêmement important pour pouvoir véhiculer un message. Les gens adorent les histoires. Comment tu le décrirais? Comment tu permettrais à quelqu'un de comprendre ce qui fait une belle histoire, ce qui fait un beau storytelling dans une publicité ou lorsqu'il véhicule un message et qu'il présente sa boîte ou son produit? Moi, quand je réunis les créatifs pour une campagne, on est 5 ou 6 ou 7, bon. Chacun montre son projet de film ou son projet d'affiche. À un moment donné, il y en a un qui me touche plus que les autres. Il est là. Je dis c'est ça. Et je ne veux pas voir les autres. Tu refuses de voir les autres? Je refuse de voir les autres. Pour donner sa chance à celui-là, pour qu'on ne l'oublie pas. Deuxième réunion, il y a lui est mis de côté, et on recommence pour voir s'il y a mieux. Puis troisième réunion, on commence pour voir s'il y a mieux. Et s'il n'y a pas mieux, c'est la bonne idée. Et généralement, elle naît presque instinctivement au départ. Si elle commence à s'étirer, s'il y a de plus en plus de temps, ça va être un peu lourd à l'arrivée. Et comment on fait pour créer cette sensation, créer la sensation, créer une émotion dans le consommateur, dans celui qui va soit voir le spot, soit le vivre? La publicité, c'est le cœur. Pour lutter justement contre le reste de l'actualité, qui est le malheur. Et c'est cette opposition qui fait que la publicité, elle a sa part. Parfois, elle déraille, parfois, elle le fait mal, parfois, elle pourrait le faire mieux. Mais les grandes publicités réussies sont des publicités qui touchent le cœur. Quand elles touchent l'esprit, elles deviennent déjà plus difficiles à exporter, plus difficiles à interpréter dans les 30 secondes, parce qu'il faut que tu comprennes en 30 secondes ce qu'ils ont raconté, ça ne te voit même pas, c'est déjà parti, etc. Donc, il faut lui donner le temps de s'exprimer. Et troisièmement, il faut aller au centre du produit. Il faut aller au cœur du produit. Si tu vas avec du cœur au cœur du produit, tu racontes une belle histoire. On te connaît pour tes idées, mais tu as aussi monté, structuré, vendu, racheté RSCG, qui est devenu finalement un monstre aujourd'hui, qui est un empire énorme à une époque où personne ne parlait de croissance d'entreprise. Tu bâtis une des plus grandes agences de pub au monde. Comment tu as structuré tout ça? C'est quoi le modèle économique à la base, ta stratégie de développement, les leviers que tu as activés pour passer d'une agence pleine de passion à une multinationale qui rayonne dans le monde entier? Ah mais tu te trompes de mec là, c'est pas moi qui dois poser cette question, c'est à
Roux, Caïsac et Goudard. Je rappelle que c'était Séguéla, Roux, Caïsac et Goudard. C'est eux qui ont fait marcher la machine. Moi, je les ai beaucoup aidés à l'international parce que j'ai pris ma petite valise et pendant pratiquement 10 ans de ma vie, 2 fois par mois, je faisais le tour du monde pour recruter les bonnes agences, faire passer le bon esprit dans une agence. Tu sais, pour moi, mon référent absolu de la publicité est un Américain qui s'appelle David Bernbach, que tu connais peut-être, qui a créé l'agence DDB. C'est lui qui a fait les campagnes des Volkswagen, tu sais, des petites Volkswagen, etc., qui a lancé la marque Volkswagen aux États-Unis. Et un jour, il est venu me voir à Paris, et il m'a dit, il avait déjà 70 ans, il m'a dit, moi j'aime bien tout ce que tu fais, je voudrais que tu reprennes un peu notre esprit, et je voudrais que tu sois un peu l'enfant français de DDB en Europe. Je lui dis, écoute, d'accord, mais comment tu vois ça? Je veux simplement te racheter. Je dis, mais là, tu fais fausse route. Je n'ai pas envie de me vendre, j'ai envie de continuer. Donc, je trouve formidable tout ce que tu as fait. J'ai une vénération complète pour toi, mais je ne me vendrai jamais. Le temps est venu un jour, d'ailleurs, qu'on a quand même dû se vendre. Mais c'était beaucoup trop tôt. Et je lui ai dit, écoute, puisque tu es venu à Paris, moi je voudrais venir te voir aux États-Unis et je voudrais que 2 fois par an, tu me reçoives pour me dire comment je dois avancer dans mon métier. Parce que le grand directeur de la création mondiale à ce moment-là, c'était lui, Bill. Et ça s'est passé comme ça. Et puis ça a duré 7 ou 8 ans comme ça. Et puis à un moment donné, il a été touché par la maladie, donc il a dû quitter son agence. Et la dernière fois que je l'ai vu, je lui ai dit, écoute, Bill, moi maintenant, j'ai une agence qui se développe, elle devient internationale, je suis obligé de courir d'un pays à un autre. Quel est le dernier conseil que tu me donnes? Il m'a dit, toi, ton métier, désormais, c'est de faire régner l'esprit créatif dans les agences. Tout le reste est nul et non avenu. Finalement, ce concept, c'est celui de savoir où est sa zone de génie, où est sa zone d'excellence et capitaliser aussi sur la complémentarité de ses équipes, de ses associés, etc. Est-ce que c'est à ce moment-là, quand il te donne ce conseil, et que tu vas l'appliquer, j'imagine, que tu vas voir une vraie différence dans la façon dont vont se développer les agences, le rayonnement international et ce que devient le groupe après? Moi, mon avis, ça consiste à recueillir le meilleur de ce que font nos agences et de l'apporter aux autres agences en leur expliquant pourquoi c'est le meilleur, quand il y a eu succès, quand il n'y a pas eu succès, et chaque fois, de le faire avec le cœur. Pas le faire avec la tête, pas le faire avec les chiffres, pas le faire avec les schémas, le faire avec le cœur et avec la preuve, avec le film. Chaque fois que j'arrivais dans une agence, je réunissais, avant de dire bonjour aux gens de l'agence, je les réunissais et je leur envoyais les 10 meilleurs spots de ces 3 derniers mois. Et ça commençait comme ça. Et c'est simplement après que je leur serrais la main. Comment on explique quelque chose de manière claire qui vient du cœur? Parce que l'interprétation du cœur, c'est aussi une interprétation individuelle, tu l'évoquais tout à l'heure. C'est parfois difficile de rendre quelque chose de subjectif, concret et pragmatique, d'autant plus que tu ne veux pas le justifier par des chiffres, etc. Est-ce que quand tu analyses ces différents spots parmi les meilleurs dans toutes les agences et que tu dois les retranscrire, comment tu t'y prends de façon à ce que peut-être certains qui nous écoutent puissent se dire « Ok, là, il y a une clé particulière que je peux appliquer à mon échelle dans mon entreprise pour améliorer ma communication ». Le moteur de tout ça, c'est l'annonceur. S'il n'y a pas d'annonceur, il n'y a pas de publicitaire, il n'y a pas de pub. Donc c'est lui qu'il faut vénérer, c'est lui qu'il faut honorer, c'est lui qu'il faut servir et c'est lui qu'il faut écouter. Très souvent, les créatifs s'écoutent eux-mêmes avant d'écouter leur annonceur. C'est contre ça qu'il faut lutter. Deuxièmement, il faut créer le plus possible de liens affectifs entre le créatif et l'annonceur. Parce que la publicité, c'est quelque chose de volage. C'est comme un enfant mis en cage, comme un oiseau mis en cage. Donc tu ouvres la cage et puis l'oiseau peut s'envoler et ne jamais revenir. Donc
il faut savoir emprisonner un peu ton annonceur, parce que tu es profondément, plus tu lui parles de la publicité, justement avec ton cœur, justement avec passion, en lui racontant toutes les histoires un peu passionnées que tu as pu vivre ou que tu as rencontrées dans les agences ou pas, et plus tu vas le mettre dans le mood de notre publicité à nous, la publicité Havas, qui n'est pas comme la publicité de Publicis ou la publicité des agences américaines, qui est justement cette publicité, parce qu'elle est née de ça dans les années 70. C'était pas sous les pavés la plage, c'était sous les pavés la pub. Et justement, aujourd'hui, il y a de la publicité partout, avec les réseaux sociaux. Tu sais, aujourd'hui, même Meta, Facebook, la plupart de leurs revenus, c'est de la publicité. Dans les métros, il y en a de moins en moins, mais il y en avait partout. Dans les rues, à la télé, de plus en plus court. Le monde de consommation du format télé, visuel, change. Tu évoquais tout à l'heure des spots de 20 secondes. Je comprends effectivement qu'on a des difficultés à raconter des histoires en si peu de temps. Pour autant, on est dans un monde qui est à la course à l'attention. Et c'est celui qui va réussir, j'ai l'impression, à capter le plus l'attention du consommateur, qui peut gagner en tout cas une bataille parmi les autres. Comment est-ce qu'on capte l'attention? Déjà, est-ce que ma thèse, selon toi, est correcte? L'attention est extrêmement importante et le fait de captiver les gens est extrêmement important dans ce monde. Et comment on fait? Écoute, je vais te raconter comment peut naître une campagne. La pub, c'est comme les spermatozoïdes. La pub, c'est une idée. Et cette idée, à la naissance, quand je la vois quelque part, quand je la sens dans une agence, moi, je la prends. Et c'est le métier d'ailleurs de tout le patron créatif de nos agences. Cette idée, je la prends dans mes mains comme si c'était un petit bébé. Et je l'amène à l'homme marketing de l'agence. Je lui dis, regarde, mon petit bébé, comme il est beau. Il dit, mais il est beau, mais il n'est pas stratégique. Stratégique. Mais qu'est-ce que tu veux dire de stratégique? C'est un petit bébé, il ne peut pas être stratégique. C'est à toi d'être stratégique. Refais ta copie stratégie. Attention, parce qu'on voit notre annonceur lundi. Bien, lundi matin, je dis, monsieur l'annonceur, regardez mon petit bébé. Il est beau, hein? Et il est stratégique. Il dit, me foutez de moi. Qu'est-ce que vous me racontez avec stratégique? Et il dit, le pire mot du vocabulaire publicitaire, on va tester. Un peu moins de tests, un peu plus de testicules, comme je te le disais tout à l'heure. C'est là que ça se joue. C'est là où il faut se battre. C'est là où il faut revenir 10 fois, 20 fois. Moi, j'envoyais des roses aux femmes des présidents, en leur disant, je vous raconte mon histoire, racontez-la à lui ce soir, vous allez l'étonner. Vous ne comprenez même pas, se demander ce qui se passait, etc. Il faut par tous les moyens, il faut convaincre. Bon, il faut convaincre d'une façon très rapide. Il faut convaincre en étant ce que tu, avec tes faiblesses, avec les forces que tu peux avoir, mais sans te prendre au sérieux, mais sans surtout pas te prendre pour un génie. C'est la pub qui a du génie, c'est pas moi, c'est pas les créatifs, c'est elle qui a ça. Et avec plutôt une vénération de la pub qu'une exécration de la pub, parce que tu as beaucoup de publicitaires qui sont là, mais qui n'aiment pas la pub. Alors il faut qu'ils changent de métier. Pourquoi ils sont là s'ils n'aiment pas la pub, selon toi? Ben, ils sont rentrés parce qu'ils avaient une certaine image de la pub. Et puis la pub, elle est, surtout dans les moments où l'on est aujourd'hui, elle est dure, parce que ça sert de tous les côtés. Donc il faut travailler double. Et c'est parfois très... c'est par la fois très spoliant, quoi. Et pour autant, il y a des enjeux aussi pour le client, finalement, qui sollicite une publicité et qui veut la diffuser. Tu parlais des voitures, par exemple. Le but, c'est de faire rayonner la marque, mais c'est de vendre des véhicules. Comment est-ce qu'on trouve l'équilibre entre le lien et le cœur qu'on veut partager et la stratégie qu'on a besoin d'avoir pour continuer? Il se trouve de lui-même dans le format. C'est très court. Donc on peut pas... Il faut aller droit au but. Moi, mon plus grand spot, c'est pas un spot du cœur. Mon spot pour du porte-avions et du sous-marin. C'est complètement autre chose. Le patron de Citroën m'appelle, il me dit, Séguéla, j'ai une voiture qui va sortir, on est en faiblesse par rapport à nos concurrents, cette voiture doit reprendre les parts de marché,
j'ai besoin de vous, j'ai besoin d'un grand film. Je dis, mais d'accord, mais qu'est-ce qu'elle a, votre voiture? Ma voiture, elle est vroom vroom. Ça veut dire quoi, vroom vroom? Ma voiture, elle est GTI. Ça veut dire qu'elle a un moteur qui pulse un peu plus. Débrouillez-vous avec ça, ces gars-là. Bon, moi, je reviens, une semaine après, je vais à l'agence, je raconte l'histoire. Je dis, écoutez, il faut prouver. D'ailleurs, c'est la technique des Américains. Les Américains, c'est « prove it ». Prouve-moi que ça lave plus blanc. Prouve-moi que cette voiture va plus vite. Et donc, il faut qu'on prouve. Ben, c'est très simple. On va opposer notre voiture à ce qui va le plus vite. Qu'est-ce qui va le plus vite? Il y en a un qui dit le puma, parce que c'est un animal qui marche à 100 km/h. Mais enfin, un puma, qu'est-ce que ça a à voir? C'est une publicité pour Peugeot, ça, c'est pas une publicité pour nous. Bon. Alors, on dit, bon, ben, alors on va aller dans le lac Salé. Le lac Salé, oui, c'est le lac des records, mais on va lutter contre une voiture spéciale, on n'a aucune chance de gagner. Donc, non, c'est pas ça. Moi, je veux faire la course contre un jet. Je dis, mais tu es malade, tu es fou, comment tu feras ça? Je ferai ça sur un tarmac. Ben non, sur un tarmac, ça ne veut rien dire. Sur une autoroute, ça ne veut rien dire. Je dis, non, on fera ça sur un porte-avions. Et sur le porte-avions, c'est la petite voiture qui va gagner, parce qu'elle est plus légère. Donc, elle va partir tous les deux ensemble. Tu as celle-là qui est là, et celle-là qui est la voiture, elle est là. L'autre, le jet, il est là. Finalement, là, ici, il le retrouve, il se dit bonjour. Et la voiture plonge à l'eau, évidemment, alors que le jet s'en va et s'envole vers les nuages. Bon. Je raconte le film au patron de Citroën qui me dit bravo, mais génial, c'est ce qu'il faut faire, vas-y. Je n'ai pas rendu compte. Hein. Comment avoir un porte-avions, comment avoir un sous-marin. J'envoie un TV producteur à Los Angeles en me disant voici, on peut faire ça dans un studio, combien ça coûterait. J'en envoie un autre à Moscou parce que les Russes étaient en train de vendre à la casse leur vieux matériel militaire. Je dis peut-être qu'il y aura un sous-marin à louer pendant une semaine. Non, niet. Bon. Je me dis, il n'y a que Mitterrand qui peut me sauver. Allô, président, j'ai besoin de vous. C'est important pour ma marque. Mon agence est engagée. Allez, ces gars-là, racontez pas d'histoire, venez me voir. Je cours à l'Élysée et je lui raconte le film. Il me dit, mais ces gars-là, vous êtes nuls en marketing. D'ailleurs, je m'en étais aperçu. Hein. Qu'est-ce que vous êtes nuls? Mais moi, je suis un meilleur homme de marketing que vous, parce que vous vendez des voitures qui coulent. Les Français achètent des voitures qui roulent. Mais moi, je vais leur vendre des appareils, des sous-marins et des porte-avions qui ne coulent pas, même s'ils vont sous l'eau. Donc le film, on va le faire pour les armées. Et il donne l'accord pour un porte-avions et un sous-marin. Quel est le président aujourd'hui au monde qui ferait ça pour son publicitaire? Et les présidents, avec les porte-avions et les sous-marins, ils feraient tellement mieux de faire de la pub que de faire la guerre. À défaut de faire la guerre, l'amour, c'est quelque chose d'extrêmement important pour toi. Tu en parlais avant, la paix aussi. L'amour, la paix, la passion, c'est quelque chose que tu as toujours eu en toi, parce que tu l'as évoqué à plusieurs reprises dans cet échange, tu l'as évoqué aussi en off dans nos échanges avant. Tu signes même tes emails en disant « avec tendresse » par exemple. C'est quelque chose qui est singulier chez toi. Est-ce que c'est depuis toujours? Oui, c'est depuis toujours. C'est-à-dire que j'ai démarré dans la pub par le spectacle. Mais ma première affiche de toutes était pour les nouvelles plages du Languedoc-Roussillon. On a créé l'agence avec Bernard un lundi, et le mardi, je téléphone à mon père pour lui dire, écoute, j'ai laissé tomber, on avait laissé tomber l'agence dans laquelle on était tous les deux. Lui était le directeur de l'agence, moi j'étais le directeur de la création. C'était une petite agence de 50 personnes, parce qu'ils n'ont pas voulu nous augmenter. On dit, on peut nous augmenter, on s'en va. Bon. Je dis, il me dit, alors Bernard me dit, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire où c'est là. Bon. Et mon père désespéré, qui était radiologue à Perpignan, me dit, mais écoute, tu ne sais pas gérer une affaire, que vous allez vous planter, tu es fou, etc. Viens me voir, je vais t'obtenir un rendez-vous avec le sénateur Pams. J'arrive le lendemain matin, je rencontre le sénateur qui me dit, mais vous m'intéressez parce que moi je suis en charge de la communication et de la supervision de toutes les nouvelles stations, le Cap d'Agde, le Port-Bracarès et tout ça, et j'ai besoin d'une publicité, mais la publicité que m'amènent les publicitaires, ils ne comprennent rien, ça ne m'intéresse pas.
vous êtes du pays, donc peut-être que vous pouvez avoir une idée. Je vous donne une semaine. Oui, monsieur le sénateur, moi je reprendrai, il n'y avait pas d'avion. Je reprends le train, 12 heures de train, je reviens après, et mon affiche, c'était un petit garçon, il a 7 ans, 8 ans, il est tout nu. Et il tient comme ça par la main une petite fille qui a 7 ans, 8 ans, toute nue. Et il marche sur le sable blanc, comme c'était le sable des îles, devant la mer verte, sublime, etc. Le titre, c'est « Les mers du Sud sont en France ». Je dis, c'est formidable. Ben, c'est d'accord, on l'a fait. Et depuis 50 ans, chaque année, ils refont la même affiche. Et depuis 50 ans, elle marche. Sauf que maintenant, elle est interdite parce que le petit garçon est tout nu, mais on ne voit rien. Il est sur le côté, on ne voit pas. La petite fille est toute nue, on ne voit rien. Mais ils sont tellement prudents qu'ils essayent d'interdire cette affiche. Ben, cette affiche, et d'ailleurs, elle a eu le prix de l'affiche cette année-là. Ça a été mon premier prix. Non, et elle a tellement été reconnue par le public que le maire du Cap d'Agde, qui est la grande station, l'a faite en sculpture. Donc il y a une sculpture aussi grande que l'affiche, comme ça, plantée dans le sable, qui accueille les baigneurs au moment où ils vont plonger dans la mer. Je trouve ça extraordinaire. Et c'est la première. Donc il y avait le spectacle, il y avait le cœur, et il y avait le culot, et il y avait l'émotion. Rien n'est mieux qu'une affiche pour définir d'ailleurs les choses. Ces 4 éléments qui te décrivent bien, qui décrivent beaucoup ta carrière, mais j'ai envie de rebondir sur le culot. Le culot, le fait d'oser, c'est aussi quelque chose qui te décrit très très bien durant toutes ces années, et tous tes slogans, toutes les pubs, toutes les idées, parfois même folles que tu as pu avoir, comme celle du porte-avions que tu as évoqué tout à l'heure. À quel point le culot dans ta carrière, que ce soit de publicitaire mais aussi d'entrepreneur, parce que c'est vrai que tu as parlé de ceux qui t'entourent, de tes associés, etc., et de cette complémentarité qui fait ce groupe aujourd'hui que vous avez créé. Mais à quel point ce culot t'a permis d'aller chercher des opportunités, d'aller oser là où peu de gens auraient osé. Ça pourrait aider beaucoup d'entrepreneurs qui nous écoutent et qui parfois en fait ont trop peur des idées reçues, des a priori, de ce que vont penser les gens encore plus dans notre société aujourd'hui. Et aujourd'hui, si tu n'as pas d'argent, il ne faut pas du culot. Parce que l'argent ouvre bien des portes, mais le culot ouvre les portes les plus fermées. Donc culot, il y a création. Dans culot, il y a audace. Dans culot, il y a passion. Et finalement, on en revient toujours à la même définition de la publicité. Publicité telle que moi, je l'entends, mais les Américains, c'est pas ce qu'ils préconisent. Chaque pays a sa tradition publicitaire, même si maintenant les campagnes sont de plus en plus mondiales. Donc moi, j'essaye d'appliquer ma règle de la passion, parce que finalement, la passion, elle est la même partout. Comment on fait des campagnes mondiales? Est-ce qu'il y a une façon de voir la chose différente qu'une campagne nationale pour quelqu'un qui nous écoute et qui voudrait, tu vois, véhiculer son message outre les frontières du territoire par exemple, français et qui voudrait progressivement commencer à exporter, à développer à l'étranger? Est-ce que tu te concentres d'abord sur l'ADN de marque et l'ADN de ce qui a créé la marque, ou est-ce que tu t'adaptes? Au début, il faut laisser le libre accès à la création. D'accord. Bon, on oublie qu'elle sera mondiale. Bon. Après, une fois qu'on a isolé une bonne affiche, on dit, est-ce que, un bon film, un bon print, on se dit, est-ce qu'elle va marcher à l'extérieur de la France? Alors, où on l'adapte, si elle est adaptable à l'américain ou à l'acheteur américain, mais aussi quelque part à la culture américaine, à l'esprit américain. Donc, où elle répond oui, si elle répond non, on essaye de l'américaniser. Mais c'est toujours très dangereux, parce que généralement, ça ne marche pas. Donc, il faut la jeter au panier
et revenir en s'imprégnant plus des pays qu'elle va traverser dans le monde. Mais le cœur est le même pour tout le monde. La passion est la même pour tout le monde. L'amour est le même pour tout le monde. Donc, moi, j'ai eu la chance de m'accrocher jusqu'à en avoir la nausée, à m'accrocher à cet esprit français très clair et très simple, hérité d'ailleurs de nos siècles passés. C'est d'Artagnan, la pub. Tu dis justement de t'accrocher à cet esprit français. C'est quoi l'esprit français pour toi, dans la pub ou Mais l'esprit français, c'est un esprit libre. C'est un esprit, on a tellement dit imaginatif, mais c'est un esprit qui fait passer le fond avant la forme. Ce sont les Sud-Américains qui font passer la forme avant le fond. C'est un esprit qui a une histoire. Quelle belle histoire que l'histoire de France. Et l'histoire de France de la pub, et dont l'inventeur, et en plus c'est un Français. Merci Charles Havas. Bon. L'esprit français, c'est la critique. C'était toujours sur le hasard. Mais l'esprit français, c'est le romantisme. Pose une question simple à l'annonceur, dis-lui, que devient la neige lorsqu'elle fond? Il te répondra de l'eau. De l'eau, voilà, une réponse d'annonceur nulle, inintéressante, incolore, inodore, sans saveur. Pas pour moi, pas pour tous les créatifs. Lorsque la neige fond, elle devient le printemps. C'est ça la pub française. Et tu as toujours dit que la vieillesse commence quand les regrets dépassent les rêves. Est-ce que tu en as encore des rêves ou est-ce que tu as des regrets? Non, mais moi, je n'ai pas de regrets, c'est ma définition. Je tue les regrets, je ne veux pas avoir de regrets. Comment on tue les regrets? Mais on tue les regrets en les oubliant. Et en se disant, finalement, tu es toujours là. Bon, alors, calmos. Hein. Si tu commences à déviler, quand tu arrives dans la dernière décennie, si tu commences à dérouler tous les soirs les conneries que tu as pu faire pendant les autres, tu perds le sommeil, mais tu ne gagnes rien. Donc c'est un marché de dupes. Non, il faut n'avoir absolument aucun regret. Ce qui n'exclut pas, si tu peux les réparer, de les réparer, et d'essayer de ne pas les recommencer. Il ne faut pas du tout être hanté par ça. Finalement, la vieillesse, il faut l'oublier. Sauf qu'il faut lui sourire. Il faut la rendre gaie. Il faut savoir jouer avec elle. Il faut lui donner de l'humour. Il faut lui donner de l'humeur de temps en temps. Plaf, elle te rappelle que tu n'as pas 20 ans. Bon. Tu cours derrière ton fils. Lui, il est déjà 500 mètres plus loin. Et toi, tu commences à traîner la patte derrière. Bon. Et puis, l'esprit français, c'est une certaine noblesse quand même, une certaine élégance. Et puis, c'est la littérature. Ce sont les poètes. Ce sont les grands auteurs. Et puis, c'est le cinéma. Et puis, c'est la musique. C'est tout ça comprimé qui est la culture française. Et la grande force de la publicité, c'est qu'elle a besoin de tous les arts. La publicité, elle a d'abord besoin de l'écriture. Elle écrit le script. Elle a besoin ensuite de la musique. Parce que sans film, sans musique, ça n'existe pas. Elle a besoin après de l'image, de la photo. Et elle a besoin enfin du slogan « Qu'est-ce qui reste quand on a tout oublié ?» Donc elle brosse tous ces... il faut qu'elle le fasse très vite, très ramassé, et avec un côté, je dirais presque, un peu enfantin. La publicité, elle doit rester ce petit bébé dont je te parlais tout à l'heure. Voilà. Il ne faut pas lui donner 100 ans et une barbe. Il ne faut pas la ridiculiser non plus. Il faut faire très attention, là. Tu dis le slogan, c'est ce qui reste quand on a tout oublié. Oui. Aujourd'hui, le déclic, je profite de t'avoir ici avec moi, c'est une marque, mais il n'a pas de slogan. Si tu devais créer un slogan
au Déclic, le podcast Le Déclic, plus de 300 épisodes, pas de slogan encore. Comment tu t'y prendrais? Écoute, le slogan ne se fait pas en 30 secondes, sans avoir réfléchi. En plus, ça se fait à plusieurs, ça peut se faire seul. Bon. Mais qu'est-ce que tu veux dire? Qu'est-ce que tu veux dire? Mais dis-moi. Alors, comment tu veux que je te traduise si tu ne me dis pas? Alors, le déclic, c'est l'opportunité aux gens de prendre conscience que tout est possible, mais que surtout, parfois, il suffit de juste une prise de conscience pour oser avancer, oser entreprendre, oser faire des choses. C'est ça le déclic. Et stop, moi j'ai le slogan, oser le déclic. Ok. Voilà, tu l'as? Je t'envoie la facture, c'est 50 000. C'est bon. On t'a vu dans des dîners mondains, sur des plateaux, entouré des plus grands noms de la société, de présidents, etc., et de plein de personnes, connues, moins connues, peu importe. Est-ce qu'à un moment donné dans ta carrière, malgré le fait que tu étais toujours entouré, tu t'es senti seul? Non. Non? Non, d'ailleurs, moi, je hais la solitude. C'est d'ailleurs l'écriture qui me sauve. Moi, dès qu'il n'y a plus personne autour de moi, je prends mon stylo, j'écris. Et à la fois, je suis pas bavard. Moi, je me méfie des gens qui parlent trop vite, trop longtemps. J'ai besoin dans mon esprit, pour analyser les choses, j'ai besoin d'avoir le temps de pas me mélanger les oui, les non, les qui, les quoi, d'aller droit au but. Un slogan, ça va droit au but, comme je suis allé tout à l'heure. Voilà. Et cet élément, justement, de prendre du recul, de ne pas trop mélanger les choses, de ne pas trop parler, de ne pas trop être bavard, est-ce que tu l'as toujours eu? C'est quelque chose qui est venu aussi avec le temps, avec l'expérience? Non, ça a été naturel. Ouais. Ça a été naturel, mais moi, là où j'ai appris la pub, dans la presse, parce que je suis parti, mon père, j'étais un élève catastrophique. J'ai mis 4 fois à passer mes bacs, alors que tout le monde mettait 2 fois. Non. J'étais la plaie de la famille, j'étais le fils unique, c'était le désespoir de mon père qui était un savant, c'était un des premiers radiologues en France, etc. De ma grand-mère qui était le premier chirurgien nommé en France. Et moi, j'étais leur petit raté. Et mon père me dit, écoute, moi je te rêvais que tu sois chirurgien, mais tu tuerais les gens. Donc tu n'es pas assez forgé, mais va dans la pharmacie, parce que tu restes dans le milieu médical et on ne te demande pas de faire des choses extraordinaires. Bon, c'est pas gentil pour les pharmaciens. Mais je change. Je voulais partir à Paris dans je ne sais plus quelle école. Et je dis, mais finalement, je vais rester à l'université de Montpellier, parce qu'il n'y en avait pas à Perpignan. Je vais essayer une année de pharmacie, pourquoi pas, puisque ton père te le propose. Donc je fais ça. Je me passionne pour la pharmacie. Et pour la partie fabrication de médicaments, parce qu'à l'époque, dans les pharmacies, 50% des médicaments étaient fabriqués par les pharmaciens. Bon. Je me passionne pour tous les produits dans une pharmacie, parce qu'aujourd'hui, tout est dans les marques, mais à l'époque, c'était des étagères, partout, des pots de verre, etc. Et j'essaye de comprendre les essences, d'où elles viennent, à quoi elles servent, les poudres, les ceci, les cela, les liquides, bon. Et je me passionne comme ça. Il y avait, à l'époque, dans la première année de pharmacie, il y avait une partie de la note sur ça, sur comment vous avez vécu la pharmacie. Et moi, je raconte tout ça. Et j'ai 20, je suis major. J'étais cancre, je suis major. Je reviens, mon père n'arrive même pas à le croire. Bon, il téléphone au recteur qui dit, mais il n'est pas triché. Votre fille est douée, même pour ça. Bon. Et qu'est-ce qu'il fait? Il m'achète une de chevaux. Merci, papa. Merci, la pharmacie. Et qu'est-ce que je fais avec la pharmacie? Ça n'avait jamais été fait. Le premier tour du monde avec une de chevaux. Et ça a changé ma vie. Donc je vais revenir, je vais écrire un livre qui va être un best-seller, tu as déjà dit. Le lendemain, je reçois un coup de téléphone de Roger Théron, qui était le patron de Paris Match, qui me dit, viens me voir.
J'arrive, il était avec mon livre. Il dit, j'ai feuilleté ton livre, mais tu n'es pas fait pour être pharmacien. Tu es fait pour être reporter de match. Tu commences demain, me fais pas chier. Demain à 8h, je t'attends. Et j'ai fait 2 ans de Paris Match, interrompu par le service militaire, parce que c'était la guerre. Donc j'ai fait 2 ans de reporter de guerre, avec une chance énorme. J'étais avec Philippe Labro, avec Francis Weber, avec tous les grands talents de l'époque qui faisaient leur service militaire. Tu vois. Et comme j'étais plus âgé qu'eux, parce que j'étais sursitaire parce que pharmacien, j'étais leur rédacteur en chef. Et c'est eux qui m'ont appris le métier, parce que moi je ne connaissais pas du tout la presse. Bon. Je suis revenu et j'ai frappé à la porte de mon dieu de l'époque, le patron de François. Parce que j'étais passionné par ça, qui me dit, mais écoute, ça s'appelait Pierre Lazareff, ça m'intéresse ton parcours, là, ce que tu as fait, le journal que tu as fait pour les militaires, ton enseignement, etc. Je t'engage, on va faire un journal ensemble. Et on a fait un journal qui s'appelait Vive les vacances, qui était l'ancêtre de VSD, un peu sur le même truc, etc. Et ça a tourné pendant 2-3 ans. Et puis, quand j'ai eu 30 ans, il m'invite à déjeuner. Et il me dit, écoute, je vais te parler franchement, tu n'es pas fait pour être un journaliste. Tu n'es pas un écrivain de temps long. Tu es un écrivain de temps court. Tu es un formidable titreur. Tu ne te rends pas compte de l'or que tu as dans les mains. Parce que quand tu fais un titre pour François, moi je ne vais pas t'augmenter parce que tu as fait un bon titre pour François, tu as fait ton métier. Tu fais un bon titre dans la pub, c'est un slogan, ça te nourrit pendant 10 ans. Va dans la pub, c'est un métier neuf. Merci Pierre. 2 jours après, j'étais dans la pub. Et à chaque fois, justement, ce que je vois dans l'histoire que tu racontes ici, c'est que c'est un concours de circonstances qui fait que tout de suite, il y a un changement, c'est une prise de conscience, un déclic. Comment dirais-je, cette capacité à passer à l'action et à tout de suite changer d'orientation, est-ce que c'est propre à cette ancienne génération et à ce moment-là dans cette vie? Parce qu'aujourd'hui, c'est beaucoup moins le cas. En tout cas, on a l'impression qu'aujourd'hui, il y a moins cette mouvance où, au travers d'une opportunité, on va changer complètement d'orientation, on est beaucoup plus normé, cadré. Oui. Non, mais la publicité, à ses départs, dans les années 60, elle était aux mains des Américains. C'est toutes les grandes sociétés américaines de pub avaient leur agence à Paris. Bon, et c'est eux qui menaient la danse. C'est pour ça que moi, j'ai jeté une boule enflammée là-dedans pour secouer un peu les choses. Et donc j'ai fait le contraire des règles américaines qui étaient très marketing. Il fallait tester des choses, il fallait les revoir, il fallait les expliquer, il fallait des mois de discussion, de chicanerie, etc. Moi, j'ai été pour l'instantané, parce que j'ai toujours été instantané. Quand je te l'ai dit, sous les pavés, la plage, sous les pavés, la pub. Bon. Il fallait que les choses aillent le plus vite possible. Moi, je ne peux pas quitter mon bureau si je n'ai pas fini tout ce que j'avais à faire. J'en suis malade. Depuis toujours. Depuis toujours. Tu disais tout à l'heure que la femme de ta vie professionnelle, c'est la pub. La femme de ta vie, ou l'amour de ta vie professionnelle, c'est la pub. La femme de ta vie, c'est Sophie. Avec tes mots à toi, tu en parles souvent. Comment est-ce que tu parlerais d'elle? Comment tu expliques l'impact qu'elle a eu sur toi, qu'elle a encore dans ta vie, dans tout ce que tu as construit? Écoute, moi, j'étais un raté du mariage. Je suis marié une première fois avec une jeune fille très belle, de 20 ans, qui était la plus jeune productrice et présentatrice à l'époque de la télévision. Il n'y avait qu'une chaîne, la première, sur une émission d'aventure. Donc, au retour du Tour du Monde, elle m'invite pour faire l'émission. Bon. Et moi, j'arrivais de Perpignan, je ne connaissais même pas Paris, à peine, tu vois. J'étais en plouc total, et j'étais complètement ébloui. Il y avait la plus belle fille de la télé. Et donc, j'ai eu un coup de foudre pendant l'émission. Et à la fin de l'émission, je suis désolé, j'ai été un peu maladroit. J'ai eu un coup de foudre. Je cherchais mes mots, je balbutiais. Mais elle me dit, mais moi aussi. J'ai dit, écoutez, venez, je vous invite à dîner. 3 mois après, on était mariés. Jamais précipité des choses. Bon. Et puis, bon, c'était
C'était une collaboration, c'était pas l'amour. Voilà. Donc là-dessus, je divorce, j'ai une deuxième femme, ça marche pas non plus, je divorce. Et puis un jour, je vois Sophie qui traverse l'agence. Elle était là depuis quelques mois, moi je l'avais pas vue. J'étais dans ma petite bulle, parce qu'à l'époque, la création était dans des bureaux très ouverts, etc. Il y avait une vingtaine de créatifs. Et moi, au milieu, je m'étais fait une petite guérite de verre pour pouvoir surveiller tout le monde, etc., qui travaille un peu. Et j'étais là avec le patron de Citroën, où je lui dis, écoute, je viens de voir la femme de ma vie traverser l'étage. Il me dit, mais qu'est-ce que tu me racontes? On est dans la pub, là. Je dis, laisse-moi 5 minutes. Mais il n'est pas question que je te laisse 5 minutes. Écoute, je n'ai rien à foutre, je reviens dans 5 minutes. Et je vais la voir, hein, et je lui dis, il faut que on se tutoyait déjà dans la pub. Il faut que tu me donnes un dîner, tu es la femme de ma vie, il faut que je t'explique pourquoi. Et elle dit au créatif, venez, le patron veut me violer, arriver, etc. En se marrant, parce que le problème aujourd'hui, c'est plus Mito est passé par là, c'est plus marrant. Bon. Et donc, ça a duré une dizaine de fois. Et puis la 11e fois, elle dit d'accord. Et puis le mercredi suivant, je lui dis écoute, maintenant je t'ai tout dit. Moi, j'ai 2 places pour Wimbledon samedi. À midi, où tu es sous le panneau d'Orly, qui est le panneau où on se retrouve tous, etc. Et on part à Londres et on revient dimanche. On ne se parle plus. Ça n'a rien à voir avec l'agence, mais on ne se parle plus. Hein. Elle était là. Et 50 ans après, elle est toujours là. Quel impact elle a eu dans ta vie Mais elle a eu... Sans elle, j'aurais continué et j'aurais n'aurais trop fait, et j'aurais dérapé, et j'aurais multiplié les gonzesses, qui est la pire connerie du monde. Faut trouver la bonne et surtout pas la perdre une fois qu'on l'a trouvée. C'est elle qui est ma raison et ma raison d'être. En plus, elle m'a donné 5 enfants. Quel héroïsme et quelle beauté et quel cadeau. Et puis, elle ne se gêne pas pour me remettre en place. Et j'aime ça. Et puis, on ne fait qu'un. Moi, je raconte souvent l'histoire. Mais chaque matin, quand je me réveille, elle me dit « Mon chéri, tu es beau, je t'aime. Tu es beau ?» Je me précipite vers mon miroir. Je vois ma sale gueule de nonagénaire convaincue. Et je me dis « Bon, ta femme est amoureuse puisque l'amour est aveugle. » Et je pars retrouver ma maîtresse. Et ma maîtresse, c'est la pub. Donc je ne l'ai jamais trompée, je ne la tromperai jamais, ni la pub, ni surtout ma femme. En plus, elle est plus intelligente que moi, elle va très vite dans son intelligence, etc. Moi, j'ai toujours besoin d'un petit moment, de savoir où on en est, de commencer à déboussoler un peu les choses. Tandis qu'elle, elle est déjà partie. Elle est droite. Elle est sincère, elle est honnête, c'est la plus belle femme du monde. Aujourd'hui, tout est programmé pour de l'obsolescence. Malheureusement, ça impacte aussi les relations. Et quand je t'écoute parler, c'est beau. Et on voit de moins en moins d'histoires comme la tienne, comme la vôtre, et qui est un pilier et qui t'a permis justement de ne pas forcément dériver, tu l'évoques, de te remettre à ta place, etc. J'ai envie de te poser la question, si j'ose, c'est quoi le secret de 50 ans d'amour comme au premier jour ? D'abord de se respecter, deuxièmement de tout se dire, troisièmement de ne pas faire le con, quatrièmement de respecter l'autre. Et en plus, ce qu'elle a de formidable, Sophie, c'est qu'elle est d'une précision de pensée qui compense ma dispersion de pensée. Moi, c'est ma dispersion de pensée qui me fait écrire mes slogans.
Et elle, c'est absolument l'inverse. Donc, on est à 100% complémentaires. Et puis, elle ne m'a jamais insulté. Elle n'a jamais eu un mot plus haut que l'autre. Et même chose pour moi. On ne s'est jamais disputé en bientôt 50 ans de mariage. Pas parce qu'on se dit tous les matins, attention, faut pas que je parle mal à ma femme. Non, parce que c'est le respect. Et le respect, quand il est mutuel, c'est une force incommensurable. Et comment on arrive à concilier une vie aussi dingue, aussi folle que la tienne, où tu as voyagé dans le monde entier, c'est énorme, tu travailles encore tous les jours, et avoir 5 enfants, être présent pour ses proches, pour ceux qu'on aime au quotidien? Au quotidien, je vois mes enfants. Mon fils, c'est plus rare parce que c'est réalisateur et producteur, donc il est très occupé. Et puis, c'est le plus beau cadeau que le monde puisse faire à un parent, un père ou une mère, c'est que tes enfants aient plus de talent que toi. Et moi, j'ai la grande chance d'avoir un fils qui a plus de talent que moi, parce que moi, j'ai le talent du 30 secondes. Bon, c'est pas mal, mais c'est 30 secondes. Lui, il a le talent de la série. C'est lui qui a reçu le prix de la meilleure série il y a 2 ans. Contre Succession, il a battu Succession, qui a reçu le prix de la meilleure série du monde en Angleterre, qui est le parent du Canada pour les films et l'Angleterre pour les séries. Mais avec mes filles, on dîne pratiquement tous les soirs ensemble, à des heures différentes, parce qu'elles arrivent à 10h et moi j'arrive à 8h. Mais on se parle pratiquement tous les jours. Est-ce que, justement, tu as côtoyé dans ta vie Dali, Gainsbourg, Mitterrand, Onassis, Sinatra, mais c'est qui la personne qui t'a le plus marqué, outre Mitterrand que tu as cité à plusieurs reprises, dont tu parles jamais, mais au travers de ton parcours, vraiment, il t'a marqué pour quelque chose en particulier, ça te revient, ça te reste, et c'est quelque chose que tu as gardé au fur et à mesure de ton parcours, dans toutes ces personnalités? Toutes ces personnalités, je les ai rencontrées, on s'est liés d'amitié, on a travaillé ensemble, on s'est battus ensemble. Donc, moi, je n'ai pas de différence, je n'ai pas de regrets, et je n'ai pas d'envie non plus que ça s'agrandisse. Moi, j'ai un cercle de copains que j'ai depuis 40 ans. 50 ans. Je suis presque le plus vieux, donc disons 40 ans. Et on se voit toujours et on passe nos vacances ensemble. Et on a au moins 2 dîners à 3 dîners par mois de copains. Parce que je crois que l'amitié est après l'amour ce qui mène le monde. Merci Jacques. J'ai une toute dernière question à te poser, mais avant ça, si vous avez autant de plaisir à écouter l'épisode que j'en ai eu à l'animer, eh bien faites-le nous savoir en commentant la vidéo, en la partageant, en likant la vidéo également. Et si vous étiez sur une plateforme de streaming, eh bien mettez 5 étoiles sur Apple Podcast. Jacques, je vais te poser la question que je pose à tous les invités du Déclic. Est-ce que tu peux nous partager le déclic qui a littéralement été transformateur dans ta vie, peu importe lequel, ça peut être une simple phrase, une anecdote, quelque chose de positif, moins positif, mais c'est quelque chose que peut-être tu n'as jamais partagé dans aucune interview, ou en tout cas pas ici, et qui a vraiment marqué la personne que tu es à tout jamais. Je te laisse carte blanche pour le mot de la fin. Écoute, le déclic, je te l'ai donné, c'est la 2 chevaux. Sans la 2 chevaux, il n'y aurait pas de Tour du Monde. Sans Tour du Monde, il n'y aurait pas de best-seller. Sans le best-seller, il n'y aurait pas et sans François, il n'y aurait pas la pub. Donc, voilà. Sinon, je n'ai pas de souvenir d'un déclic où je ne sois pas allé au bout, quoi. Pour moi, c'est clic-clac le déclic. Merci Jacques. Ça peut être ton slogan.